les petits cartons. Deuxième présentation, deuxième binôme, Monsieur Nicolas Merle de Thales Microelectronics et Florent Arnaud de l'ARAC, donc deuxième terrain. Et vous allez également nous exposer les travaux que vous avez conduits sur ce thème du Lean à partir d'une pratique d'entreprise. Vous avez également 30 minutes. Donc jusqu'à 16 heures. C'est parti. Nous aussi, on a fait des choix dans la présentation. Dans tout le travail qui a été réalisé, on va présenter qu'une partie. Il y a eu également un travail d'analyse globale du contexte de l'entreprise et du déploiement du Lean, des questions de santé, de prévention, etc. On va pas présenter tout ce qui a été fait. Le choix qu'on a fait avec Nicolas, c'est de faire un zoom sur un des dispositifs d'amélioration continue du site que j'ai regardé plus particulièrement dans mes investigations, à savoir la mise en place, au moment d'ailleurs de l'intervention, d'un espace de discussion pour la résolution des problèmes terrain, donc qui prend la forme de ce qu'on appelle une OBEA, voilà, qui va vous être présentée par Nicolas. Peut-être juste avant de commencer, donc Nicolas va présenter un peu l'entreprise. Peut-être dire deux mots. Quelle a été votre motivation pour participer à cette recherche-action? Alors la première motivation pour participer à cette recherche-action, c'est que c'est la première fois que quelqu'un vient me voir en me disant on voudrait voir comment le Lean peut être bon pour la qualité de vie au travail. Donc je fais du Lean depuis très longtemps et depuis très longtemps on m'explique que de toute façon c'est mauvais. Donc je trouvais ça intéressant. Comme en plus depuis plus de 3-4 ans, nous on est dans une démarche de se poser la question comment on va changer notre entreprise et comment le bonheur au travail peut devenir une de nos valeurs. Je me suis dit que c'était intéressant dans cette logique-là d'avoir des gens qui viennent m'amener un éclairage un peu différent. Et puis j'aurais tendance à dire si jamais je faisais des conneries, autant le savoir tout de suite. C'était pas la peine de continuer. Donc voilà, ça c'était la raison. Après, alors pourquoi je suis arrivé là? Je me suis posé la question, c'est parce qu'en fait, il y a Solutions Productives qui est dans l'étude, et en fait Eric Fortino intervient sur un même terrain que le mien, c'est-à-dire les CAM où on donne des cours tous les deux. Et en fait, il intervient souvent après les gens qui font le Lean. Et on a discuté récemment avec lui, et on lui a dit mais en fait pourquoi t'étais venu? Et il m'a dit c'est simple, quand je démarre mes cours d'ergonomie, je demande toujours à la classe qu'est-ce que vous a raconté le mec qui fait le Lean. Et quand les élèves lui ont dit ce que je leur avais dit dans mon cours, il a dit c'est bizarre, il est pas comme les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu venir nous voir. Donc je vous propose un petit témoignage. Donc rapidement, Thales Microelectronics, mais je vais pas vous embêter très longtemps avec ça. Mais on est quand même fournisseur de solutions techniques et technologiques dans des environnements plutôt sévères et plutôt militarisés, puisque on est quand même dans un groupe de défense et notre principal client c'est le groupe. Donc on est dans un métier où les gens chez nous sont d'abord fiers de leur métier et travaillent d'abord sur des produits très compliqués. Donc j'ai tendance à dire quand on fait du Lean chez nous, au début on dit non, c'est pas pour nous quoi, le Lean c'est pour l'automobile. C'est pour ça que depuis longtemps je fais plus du Lean, je fais de l'amélioration continue. C'est un deuxième avantage, c'est que du coup je dis plus de gros mots. Donc nos solutions à nous, c'est ce qu'on dit, ça va du système in package, donc c'est ce que vous avez, je suis en bidex, donc sur la gauche pour vous. Donc c'est plutôt des composants qui font la taille d'une pièce de 2 centimes d'euros. Donc ça c'est le début de notre processus. Et sort de notre usine l'antenne, le radar du Rafale. Donc c'est le nez de l'avion. Donc c'est ce que vous avez sur la droite. Donc vous voyez on a un spectre technologique, un spectre de fabrication qui est très très large. Donc faire du Lean dans un environnement comme ça c'est aussi intéressant. Donc moi ce qui m'intéresse plutôt c'est de vous parler de ça. C'est la stratégie et la mission de nos objectifs. Depuis 2011, on a inscrit dans nos gènes et dans le plan de transformation de l'entreprise que la mission, en tout cas de l'équipe de direction et du management de l'entreprise, c'était de faire de TMI une entreprise reconnue et pérenne qui favorise l'épanouissement de tous à Etrel. Donc on a écrit dans nos gènes que le bonheur au travail c'était quelque chose qui était important pour nous.
Et puis vous avez en dessous la feuille de performance de 2015 et vous voyez dans le système de management, on a aussi clairement écrit qu'on veut que chaque collaborateur est un acteur responsable, que les managers coopèrent dans un climat de confiance et que chaque manager définit le pourquoi et les équipes le comment. On a clairement inscrit, alors c'est pas parce qu'on a inscrit qu'on le fait bien, parce que on est qu'au début du chemin et ça va nous prendre encore un petit peu de temps, mais on a clairement inscrit que c'est ce qu'on voulait faire. Et on l'a clairement partagé avec l'ensemble de nos salariés. C'est juste pour vous mettre le contexte. Parce que vous allez voir qu'après, l'exemple de l'OBA, il est aussi intéressant. Parce que dans un contexte où on fait ça et on fait du lean peut-être de manière un peu différente, il y a quand même des vieux démons qui parfois ont tendance à revenir. Alors, rapidement, notre système d'amélioration continue sur le site, il est d'abord basé sur ce qui se passe dans le groupe. C'est-à-dire que bon, on est dans un grand groupe, on aime bien se caractériser en disant qu'on est une PME adossée à un grand groupe. C'est notre différence. Bon, on est un peu breton aussi, donc du coup on est un petit peu, c'est le petit village gaulois. Donc il y a quand même dans Thales un Thales Lean Production System qui norme un petit peu la manière dont on veut faire le lean dans le groupe. Alors c'est un outil qui pour moi a un avantage. Dans le passé j'étais dans l'automobile, donc j'ai été déformé. C'est que on a un cadre, mais on a plutôt une boîte à outils et on est assez libre de l'utiliser comme on veut. Ce qui nous permet de développer un lean peut-être un petit peu différent et de faire autrement que ce qu'il y a décrit dans les bouquins. Ensuite, quand je regarde un petit peu ce qu'on a dans le site, donc on a des réunions d'information au personnel 2 fois par an, on a des réunions qui sont, enfin je veux dire, on a tout notre rituel d'animation qui est normé. Et puis depuis à peu près 2005, on est dans une démarche Eureka qui est notre démarche de proposition d'amélioration. Donc c'est pas le but ici, mais pour vous faire voir que ça fait longtemps qu'on est dans une démarche où on utilise les outils du lean. Ensuite, quand on regarde au niveau des lignes de production, bon, en 2005, on a formé l'ensemble du personnel au lean manufacturing. Et là, quand je dis formé au lean manufacturing, c'est vraiment le lean manufacturing au sens académique du terme. Et depuis, bon, on a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a des audits basiques mensuels qui permettent de croiser entre les îlots et de faire du partage de connaissances. Et puis là-dessus, on assoit tout le reste. Donc tout ce qui est le management visuel, nos team leads qui sont nos héros d'équipe, le 5S qu'on a relancé fortement depuis qu'on est à Etrel, avec une méthodologie complètement différente, un service React qui est plutôt un service de remontée de problèmes de la part des opérateurs, les AIC. Donc on a démarré en 2013 et là on pourrait écrire un bouquin là-dessus parce que c'est pas entre le dire et le faire, il y a un gap important. Et puis on va retrouver le petit carré qui nous intéresse, qui est OBA, qui est tout nouveau, qui est 2014. Donc en fait, quand Florent est venu, ça démarrait. Alors pourquoi OBA, ce qui est intéressant, c'est le contexte. Et si je reprends le contexte, avril 2014, on a un niveau de satisfaction de nos clients qui est en dégradation, avec un respect des délais, globalement, on doit se balader aux alentours de 45%. Alors, pour les gens qui adresseraient le marché, ça serait super grave. Pour des gens qui livrent le groupe sur des marchés militaires, c'est beaucoup moins grave, hein, rassurez-vous. Entre le moment où on livre une pièce et le moment où on livre l'avion, on a un peu de marge. Néanmoins, ça énerve un petit peu nos clients. Je prends les messages au passage. D'accord. Donc, et après, du coup, de nombreux plans de rattrapage. Des équipes industrielles déstabilisées et derrière un premier... Alors, 2014, un petit peu bizarre pour nous parce qu'un premier semestre en sous-ac. Donc on est en activité partielle. Et néanmoins on fait des plans de rattrapage. Donc c'est juste économique. Mais c'est un petit peu compliqué quand même. Donc vous imaginez, socialement c'est compliqué. On explique aux gens, on fait des plans de rattrapage, à côté de ça on ferme 2 jours par mois. Faut prendre un peu d'élan, ça marche, mais... faut prendre un peu d'élan. Et donc du coup, on fait un diagnostic sur une de nos 2 lignes, sur la ligne LRI. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que rapidement, si je reprends le diagnostic, donc le diagnostic, on est parti des fournisseurs, on a été jusqu'au client, on a regardé réception, contrôle d'entrée, on a pris 1 ou 2 îlots, on était regardé dans le détail, et on a regardé ce qui se passait là-dedans. Et quand on regarde ce qui se passe là-dedans et pourquoi on livre pas les clients, on trouve un truc intéressant, c'est que globalement, 100% des signaux faibles ont été identifiés quelque part par quelqu'un dans l'organisation. Ça veut dire que si on avait chopé ces signaux faibles, on aurait pu anticiper le fait d'être en retard et donc on aurait peut-être évité un plan de rattrapage. On trouve que 100% des problèmes, on trouve que les problèmes sont pas visibles en fait. C'est-à-dire que tous ces signaux faibles-là, des gens les ont vus, quand je les charge dans l'organisation, je les retrouve pas. Alors je les retrouve pas, quand je dis ça, c'est pas vrai, je les retrouve quelque part. Je les retrouve dans le cloud.
C'est ce que j'ai appelé le cloud, parce que je trouvais ça assez intéressant. Je détecte un problème et je l'envoie quelque part dans l'organisation de TMI. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il va bien finir par revenir. Le problème, c'est quand. Et une situation qui détectée au bon moment aurait pu être juste un petit problème devient globalement une catastrophe. Et puis le dernier point, c'est que, alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des, alors on est chez Thales quand même, hein, donc on a une boîte d'ingénieurs, donc on a des plans d'action et des pilotages de plans d'action phénoménal. Alors dans le lean, enfin moi quand je fais l'amélioration continue, j'aime bien dire qu'un plan d'action c'est le truc qui permet, en général quand on commence une réunion, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde les actions qui n'ont pas été faites pour recaler les dates. Donc c'est bien, mais ça sert pas à grand chose et ça permet pas de livrer le client. Donc fort de tout ça, on s'est dit il faut peut-être quand même qu'on fasse un truc. En tout cas, il y a sûrement un truc à faire. On s'est dit on va faire OBEA. Donc OBEA c'est quoi? Donc action court terme, on lance une OBEA. L'idée c'est quoi? C'est de rendre les problèmes visibles, coordonner les actions, synchroniser différents acteurs, améliorer notre activité, prendre des décisions rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit si on met les problèmes au milieu du pré, on devrait mieux s'en occuper. Et puis après, on se laissera le temps de définir des actions qui sont peut-être un peu plus structurelles, sur lesquelles effectivement il faudra revenir sur notre organisation et nos modes de fonctionnement. Donc OBEA c'est quoi? C'est simple, c'est une zone. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la photo du bas. On a fait un peu de place dans l'atelier. On a pété une grosse zone et on a dit maintenant, à partir de maintenant, tous les jours on va se réunir là et tout le monde va remonter ses problèmes. Donc là vous êtes au tout début de l'OBEA, donc en fait il y a des tableaux blancs et des post-it. Alors si vous revenez aujourd'hui, il y a toujours les tableaux blancs, il y a toujours les post-it, mais on a amélioré la démarche parce que bon, à un moment donné quand même, il y a un service amélioration continue, il faut conserver quelque chose. Donc du coup on les a aidés. Donc en fait l'idée c'était un post-it par îlot, et puis chacun remonte les problèmes à cet endroit-là, et à cet endroit-là on va se mettre à traiter les problèmes. Donc si je regarde le schéma, alors ce qui ressortait aussi du diagnostic, c'était que globalement les problèmes étaient vus dans les îlots, donc c'était pas la peine d'aller mettre des OBEA dans les îlots, les responsables d'îlots arrivaient à choper ces problèmes-là. Donc on a dit matin à 9h, chaque responsable d'îlot, soit parce qu'il a une AIC, soit parce qu'il fait le tour des popotes, c'est pas très grave, remonte les problèmes. Remonte ça à l'OBEA, et là on a une OBEA, ce qu'on appelait l'OBEA numéro 2, qui est celle des supports de ligne. Donc dans une ligne chez nous, c'est des îlots, un responsable de gestion technique qui est la fonction méthode au sens large du terme, la responsable gestion industrielle qui est Ordo Pro. On est venu rajouter le contrôle d'entrée, puis on a dit tous les jours vous allez prendre vos problèmes et vous allez les traiter. Et ceux que vous n'allez pas pouvoir traiter, vous allez les remonter dans l'OBEA du dessus qui aura lieu à 14h, 13h30 et 14h, dans lequel on retrouve la direction de la prod, la direction des achats, la maintenance. Et du coup, la patate chaude qui partait dans le cloud, on la donne à quelqu'un. Avec l'engagement de ce quelqu'un, c'est quand il revient le lendemain, c'est soit il a traité le problème de la patate, soit il ramène une date. Ça a une autre vertu, c'est que l'opérateur qui a le problème, si on ne parle pas de son problème, comme tous les jours il passe devant le tableau, à un moment donné il va faire « Eh oh, ça serait bien de parler de mon vrai souci, quoi. » Et donc on se met à parler de ce qui se passe sur le terrain et de la réalité du travail. Et puis, à un moment donné, comme l'équipe de direction, il faut bien qu'on serve à quelque chose. Si jamais là ils n'y arrivent pas, ils nous remontent ça le lendemain, puis nous on prend le sujet. Et on arbitre. Donc ça c'est la théorie. Donc comment on a fait? Vous avez vu, on a démarré avec nos post-it. Donc en fait on a fait en allant. J'aime bien cette expression. Elle n'est pas de moi, elle est de Jean-François Zobrist. Donc on a fait en allant. Donc on a commencé à mettre les panneaux. On a dit on va commencer à travailler comme ça. Et puis petit à petit avec les gens on a fait évoluer notre dispositif. On l'a complètement reconstruit. Donc aujourd'hui on a toujours nos post-it par couleur, par îlot, sauf on les a fait imprimer. Ils sont carbonés, ce qui fait que maintenant on en laisse un sur le tableau et celui qui part dans son service avec son post-it, il ramène le post-it dans le service. Et bizarrement, maintenant aux achats, il y a une OBEA, et il y a plein de services où en fait dans les services on retrouve OBEA. Parce qu'une fois qu'ils avaient les post-it dans la main, il fallait bien qu'ils en fassent quelque chose, donc ils se sont dit si je faisais pareil avec les miens. Et on a plein de services aujourd'hui qui fonctionnent de cette manière-là. Dit comme ça, c'est super. Sauf que, quand on a démarré OBEA, on a attaqué bille en tête. C'est-à-dire que dans le management participatif, il y avait mieux à faire. On était dans une situation d'urgence. Dans l'urgence, il faut décider. Donc on a décidé, on a dit maintenant on y va et ça sera comme ça. On a fait ça pendant un mois. Puis bon, en plus ils pourront en parler parce qu'il y en a qui sont là. Donc j'ai des gens du CHSCT chez moi qui sont là. Donc du coup, on a eu une petite alerte du CHSCT en disant c'est pas mal ce que vous êtes en train de faire là, mais vous mettez un peu trop la pression. Et ça commence à poser quelques petits problèmes de risques psychosociaux. On a dit c'est possible.
Ça peut arriver. Donc du coup, on a repris tous les gens qui fonctionnaient dans cette OBIA-là, on les a remis dans une salle, et on a dit maintenant, ça fait 1 mois qu'on bosse comme ça, donc maintenant on va poser les valises, et ensemble on va construire quelque chose qui fonctionne un peu plus sereinement et un peu mieux. Et donc on a reconstruit un petit peu notre mode de fonctionnement. Et là, si vous voulez en discuter, il y a aussi un responsable d'ILO qui a eu la joie de se faire engueuler et de participer à la reconstruction. Donc du coup, il pourra vous dire où il en est aujourd'hui. Ça fait 1 an, ça vit toujours, maintenant ça vit sans nous. Et alors ce que ça donne, ça donne 2 choses. Ça donne d'abord un système de régulation collective. Et là, je vais prendre un exemple. En plus, ça vient de chez toi, Christophe. Donc c'est bon. Il nous reste 15 minutes. Donc, à un moment donné, Christophe a eu un problème de panne machine qui lui empêchait de faire le contrôle d'entrée sur les pièces. Moralité, il allait prendre du retard. Ce retard-là allait impacter du retard chez ses voisins. À l'OBIA, de manière collective, puisque l'avantage, c'est quand il remonte ça à l'OBIA, il y a la personne du contrôle d'entrée, mais il y a aussi ses clients, qui sont les îlots internes. Ils ont décidé déjà de faire le contrôle avec un autre process et de renforcer le contrôle final dans l'îlot client. Et quelque chose qui aurait été, à mon avis, une problématique qui aurait largement pu nous prendre une bonne semaine avec quelques heures de réunion, c'est traité en 10 minutes au sein de l'OBIA. Deuxième problématique, et celle-là elle est transverse, c'est ce qu'on appelle nos conditions d'achat. Donc, il y a un monde entre les achats et les approvisionneurs, parce que c'est comme ça, on est structuré comme ça. En plus, chez Thales, les achats maintenant sont centralisés, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle les conditions d'achat. Et un approvisionneur, quand il n'a pas de conditions d'achat, il passe pas de commande. Sauf que s'il passe pas de commande, derrière, on va avoir un problème, c'est qu'on va pas produire. Et à ce moment-là, on devait être à peu près à 150 conditions d'achat en attente, avec des délais variables de 3 semaines à 3 mois, voire celles qui sont parties, parce que le cloud, parce que l'acheteur qui reçoit un mail comme quoi il monte une condition d'achat, donc comme ce mail est planqué dans les 150 autres mails, il y a des chances qu'à un moment donné, il ne réponde pas. Avec OBIA, l'avantage, c'est que l'approvisionneur remonte en OBIA 1 qu'il lui manque des conditions d'achat. En OBIA 2, l'acheteur récupère le fait qu'il manque une condition d'achat. En général, sauf problématique majeure, le lendemain, comme personne n'a envie de mal faire son boulot, le lendemain, on redescend la condition d'achat et le problème est résolu. Aujourd'hui, on doit être à peu près en moyenne à entre 5 et 10 conditions d'achat en attente dans l'entreprise. On n'a rien fait d'extraordinaire. Je veux dire, on n'a pas changé nos processus, on n'a pas changé nos modes de communication, on a juste fait en sorte que les problèmes deviennent visibles et que les gens communiquent. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, quand on mesure la performance de l'entreprise, vous avez début d'OBIA. Alors, j'ai pas de pointeur, mais le trou, c'est la fin de l'année en fait. Donc vous avez vu et ça c'est nos retards clients, donc on était vachement contents. Si je prends avec la souris. On met la souris, donc voilà. Donc ça c'est début de. Oh, c'est sensible. Début d'OBIA là. Et là on est en semaine 7. Et derrière il y a un truc. Là, le gros pic sur lequel on est reparti, c'est un démarrage d'une nouvelle affaire. Sur lequel on est passé de 0 à 80 par jour. Et 0 à 80 par jour chez Thales, c'est assez drôle. Parce que c'est pas vraiment notre habitude. Du coup, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est bien, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Donc on a encore du boulot, parce que OBIA ça résout pas tout. Mais bon, on est en train de redescendre petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche les problématiques, pourquoi on est remonté, il suffit d'aller voir OBIA et on sait pourquoi on est remonté. Je vais laisser à Florent le soin de faire la conclusion. Moi j'ai un peu regardé tout ça, comment ça fonctionnait. J'ai eu la chance notamment d'assister le jour où il y a eu la régulation là sur le choix du mode de contrôle, de voir un peu comment ça se passait. Donc les enseignements un peu que j'ai ressortis de tout ça, c'est à la fois le fruit d'entretiens que j'ai eu avec les uns et les autres, et puis aussi d'observation de séquences d'une séquence d'OBIA. Je ne sais pas s'il y a besoin de revenir, peut-être d'expliquer le nom d'OBIA, parce que tout le monde a vu quelle forme ça prenait, mais on n'a pas expliqué pourquoi du terme. Alors OBIA, si vous allez sur internet et vous cherchez OBIA, ça vous allez pas voir ça en fait, parce que c'est plutôt utilisé dans le ligne développement, et en fait on y met les indicateurs de pilotage et on y met tout ce qui va avec. Alors pourquoi on a pris OBIA? C'est parce qu'on est en situation de crise, on aurait pu appeler ça War Room. Je suis pas sûr que les gens aient envie de venir. Et comme OBIA était un terme qui était connu chez nous, on s'est dit, même si dedans on tient pas vraiment
Je suis pas un académicien du Lean, donc du coup c'est pas très grave si je galvaude un petit peu les termes. Donc on a pris Obeya parce que c'est un terme qui est connu dans Thales et les gens étaient pas perturbés par ça. Et peut-être un autre point, enfin c'est passé vite. À la base de l'Obeya, on parle de l'AIC, ou le premier, qui est le premier niveau de l'Obeya. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, expliquer ce que c'est cet AIC, parce que pour ceux qui sont pas initiés. Donc AIC dans la pratique du Lean, c'est animation intervalle court. Ça regroupe 3 composantes: le management visuel, le rituel d'animation et la résolution de problèmes par les équipes. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui, chez nous, aujourd'hui, est encore difficile à mettre en œuvre. C'est parce qu'on a souvent une des 3 composantes, mais mettre les 3 d'un seul coup, c'est vraiment compliqué. Mais la persévérance viendra. Et en fait, c'est à ce niveau-là que sont discutés les problèmes au niveau de chaque îlot, en vue d'une remontée aux différents étages de l'Obeya qu'on a vu tout à l'heure. En fait, les temps d'Obeya, c'est des temps de rencontre entre les différents acteurs associés au sein de l'atelier. Je pense que vous avez compris ça. Mais s'il y a des questions, voilà, je poursuis. Du coup, c'est important d'éclairer ça parce que je fais lien avec les éléments de synthèse que je dois développer. Ce que j'ai ressorti des principaux points forts de cette méthode utilisée chez TMI, c'est d'abord le fait de réussir au travers de cette méthode, de mettre en visibilité les problèmes de production. Et comme l'a souligné Nicolas, c'est en amont, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on découvre qu'on a vraiment en dehors des délais de livraison des clients, c'est comment est-ce qu'on fait pour détecter les problèmes en amont, donc avant qu'ils partent dans le cloud, comment on fait pour identifier ces problèmes-là en amont, au moment où il va être encore possible d'agir dessus. Donc vous voyez derrière à quoi ça peut renvoyer aussi en termes de prévention du risque psychosocial, de tension, quand il s'agit de réguler des problèmes. Une fois qu'on n'a plus de marge de manœuvre pour agir dessus, c'est là que le stress monte de manière importante. Donc cette mise en visibilité des problèmes de production en amont, qui est le principal objectif de cette méthodologie-là, a des vertus à la fois du côté de la performance, mais aussi du côté de la prévention des risques psychosociaux de ce point de vue-là. Ensuite, l'autre intérêt, c'est que les problèmes sont remontés et discutés avec les uns et les autres aux différents échelons de l'Obeya. Donc ça permet de partager la compréhension des problèmes, une fois qu'ils ont été identifiés et mis en visibilité. Et du coup, ça permet aussi de trouver des réponses de manière étagée, selon les périmètres des acteurs qui vont pouvoir apporter des réponses. Parce que le principe, c'est qu'on remonte un problème à un niveau supérieur de l'Obeya à partir du moment où on n'a pas réussi à le résoudre à son niveau. Donc si l'îlot n'a pas réussi à traiter le problème, c'est là que ça va passer au niveau Obeya 1 où on associe les autres acteurs des lignes et puis des services support. Et puis si on n'a pas réussi à résoudre, on passe au niveau supérieur. Et à chacun de ces niveaux, ça permet de partager le problème, d'en discuter et puis d'associer des acteurs qui vont pouvoir apporter les réponses. Donc ça, c'est un point important. Si on n'a pas partagé les problèmes, c'est difficile de trouver des réponses. Ça permet, au travers des temps d'échange et de rencontres, de coordonner cette résolution de problèmes et donc du coup de contribuer au-delà de leur résolution à la prise de conscience de ce qui marche bien ou ce qui marche moins bien. Et donc du coup, quand on arrive notamment au niveau supérieur des réunions, au niveau du comité de direction, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas pu être traité en amont, on arrive sur des problèmes un peu plus durs, un peu plus difficiles à traiter, qui renvoient à des besoins d'amélioration plus structurels. C'est là que c'est le deuxième niveau. Là, tout à l'heure, Nicolas vous a parlé du niveau 1 à court terme, c'est plutôt l'Obeya. On est dans la régulation, dans la remontée de problèmes. Et tout ça vient alimenter un deuxième niveau qui est un plan d'action plus structurel qui vont permettre des actions à plus long terme et dans la durée sur des choses dont la temporalité peut être aussi plus importante pour trouver les solutions. Ça permet d'accélérer des décisions parce que l'information circule plus vite. Ça fait, par les coopérations, tout le monde est là au même moment pour discuter des sujets. Ça permet d'accélérer les décisions et aussi de développer une culture de travail en commun. Donc du coup, on l'a vu, ça permet d'améliorer la performance. Alors tout ne marche pas à 100%, mais là on a vu qu'on avait quelques effets quand même positifs. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça s'est construit, c'est arrivé à un moment donné dans l'ensemble du dispositif d'amélioration continue de l'entreprise pour répondre à un besoin spécifique. Et là, ce qui existait déjà dans l'arsenal du dispositif Lean, pour l'instant, il n'y avait pas encore Obeya au moment où il y avait des problèmes de tenue de respect des délais de livraison client. Et c'est la réponse qui a été trouvée à un instant donné
pour répondre à ce nouveau besoin. Donc on est au-delà de l'utilisation d'outils a priori, on se pose la question de savoir à quoi ça nous sert et on met en place une méthode qui correspond à nos besoins. Et l'intérêt, c'est la complémentarité avec les autres dispositifs, enfin, les autres méthodes d'amélioration continue qu'on trouve sur le site. Donc ça, c'est les principaux points forts que j'ai pu souligner. J'ai aussi souligné des points de vigilance. Ça a été un peu évoqué c'était un peu l'objectif d'évoquer par Nicolas. Tout ça, ça s'est pas mis en place facilement, notamment au démarrage de l'OBIA. Comprendre un peu le sens de la méthode, le fonctionnement, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des remontées par les personnes interviewées, puis aussi notamment dans l'échange avec les membres du CHSCT, où il y avait quand même eu des tensions. Il pouvait y avoir des risques de remise en question de certains, parce que voilà, c'est pas toujours facile de mettre en avant les problèmes, d'en discuter. Donc il y a eu des points de tension qui au départ ont pu être facteurs de risques psychosociaux. L'apprentissage de la méthode, c'est aussi comment on fait pour passer d'un lancement de méthode avec l'appui du service amélioration continue à un fonctionnement qui se fait désormais en autonomie. C'est-à-dire que le service amélioration continue, il n'est plus là. Les acteurs se sont appropriés la méthode et le font vivre au quotidien, tous les jours, de manière autonome. Alors c'est une méthode exigeante parce que notamment, effectivement, c'est tous les jours et c'est dans la durée avec des timings à respecter, notamment un des OBIA niveau 3, c'est 13h30. 13h30, c'est 13h30 quoi, pour avoir déjeuné ensemble à certains moments, notamment avec Christophe Louis. Voilà, quand on est en train de déjeuner, qu'on est parti tard, voilà, 13h30, pour que ça marche, il faut que tout le monde respecte les horaires, sinon ça fonctionne pas. Donc c'est très exigeant dans le fonctionnement. On voit qu'il y a aussi besoin d'adaptation de la méthode, d'outillage technique pour que ça marche bien, et peut-être aussi de l'adapter. On l'a vu, il y a eu une adaptation des dispositifs matériels pour faire en sorte que ça facilite la circulation de l'information. La question qu'il peut y avoir autour de ça, de cette méthode exigeante, c'est que à un moment donné, pour que ça perdure dans la durée, ce qui est l'intention là de Thalès, il faut malgré tout que le coût mis en œuvre, l'énergie mise en œuvre pour faire fonctionner le système reste quand même inférieur aux bénéfices retirés. Donc ça peut être un point d'attention dans la durée. Il faut que les bénéfices retirés restent supérieurs à l'énergie mise en place pour le faire fonctionner, sinon ça risque de s'épuiser. Donc là aussi, il y aura peut-être des enjeux d'adaptation, de régulation, de retour d'expérience. Voilà, c'est le troisième point. Et le dernier point, c'est que malgré tout, donc on voit l'intérêt de cette méthode-là, qui est quand même surtout tournée vers un objectif de performance, de respect des délais de livraison client. Elle est assez peu finalement adaptée pour traiter en porte d'entrée des sujets de santé ou de conditions de travail. En fait, la méthode, elle n'est pas dédiée à ça. Donc c'est comme faire utiliser une clé de 12 pour un boulon de 5, ça marche pas forcément toujours très bien. C'est pas la finalité. Par contre, ça vient s'articuler avec d'autres modalités de prise en charge, et notamment tout le système de prévention du site qui peut prendre en charge la prise en compte de problématiques de prévention avec des méthodes et des acteurs spécifiques. Et là, j'ai pas le temps de développer, mais ça pourra être évoqué par les questions. Il y a aussi d'autres méthodes d'accompagnement, notamment des projets de réimplantation par le service amélioration continue, qui permet d'intégrer dans la réflexion la prise en compte du travail réel, du point de vue d'experts, des salariés sur leur travail, pour intégrer et discuter des questions de performance et de santé dans les projets. Je le développe pas. Dernière diapo, c'est en résumé ce qu'on pouvait ressortir de résumé de la méthode OBIA. C'est bon? Ah oui, j'ai encore quelques... Du coup, on a toujours peur de dépasser. C'est que c'est bien une méthode de résolution de problèmes qui est orientée performance. Le point intéressant, c'est qu'elle s'appuie sur les réalités de terrain vécues par chacun, et notamment au niveau au niveau des ateliers, par les problématiques rencontrées par les équipes pour tenir leurs objectifs de production. Et ça, c'est bien aussi la question comment on arrive à faire un travail de qualité. Et là, centré autour d'un objectif commun qui fédère un peu tout le fonctionnement de cette OBIA, c'est comment on fait collectivement pour respecter les délais de livraison client. Comment on fait aussi pour que ça ait un sens, cette notion de délai de livraison client, jusqu'au plus près de l'îlot. Et par exemple, ce qui a été mis en place dans l'adaptation de la méthode, par exemple, c'était de pouvoir rendre visible par les opérateurs concrètement les affaires sur lesquelles il y avait des retards et les types de production sur lesquels il y avait des retards. Donc ça renvoie à l'animation notamment de Christophe Louis là sur l'équipe, de rendre concret
Qu'est-ce que ça veut dire de tenir les délais de livraison client? Parce que chaque kilo étant, fournisseur d'un autre, ça se perd, ça, cette notion. Donc c'est bien pris en compte ou perceptible par l'encadrement. Par contre, par l'opérateur, pour que ça fonctionne, comment on fait pour l'animer et le faire vivre? Et là, c'est des choses qui ont évolué aussi. Il y a, pour illustrer ça aujourd'hui, je profite que Christophe soit là. Quand Christophe est pas là, il envoie un de ses opérateurs à l'OBA. Oui, il y a ça aussi. Ça veut dire que l'appropriation du respect du délai, de la problématique de l'îlot, c'est plus un problème aujourd'hui qu'un opérateur à la OBA pour remonter le problème de l'îlot. Donc ça rentre dans cette illustration là. Et d'ailleurs, les personnes interrogées que j'ai pu rencontrer à cette occasion-là, vivaient aussi ça comme une forme de reconnaissance, quoi. De pouvoir remplacer le chef d'équipe à un niveau supérieur de l'OBA, c'est aussi une forme de reconnaissance du savoir-faire et puis de l'expérience métier de chacun. C'est une méthode qui permet du coup de trouver les meilleurs équilibres avec les contraintes et les enjeux de chacun, parce qu'il ne s'agit pas quand à un moment donné il y a des discussions entre le service achat, le service logistique, le service, les îlots de production, chacun a ses propres enjeux, ses propres critères d'évaluation, et ça permet de poser l'ensemble pour essayer de trouver les meilleurs compromis. L'exemple là du contrôle des pièces en retard, il y a eu un arbitrage qui a été pris. On est sorti un peu de la procédure telle qu'elle était prévue originellement. On a substitué un moyen de contrôle à un autre, mais ça a été porté collectivement. Donc ça reste sereine aussi. C'est-à-dire que je suis pas tout seul à prendre la décision. On en a discuté collectivement et on régule collectivement. Ça permet donc du coup de faire du lien entre les informations remontantes, donc les problèmes, mais aussi les prescriptions, les procédures descendantes, et de trouver les meilleurs arbitrages en temps réel, quitte à déroger un peu à la procédure. Mais on le fait collectivement. Donc ça, c'est aussi des sources intéressantes pour la qualité du travail et puis la manière dont on le vit. En gros, c'est une méthode qui permet de développer pour chacun à son niveau le pouvoir de penser les problèmes, la capacité à penser les problèmes, d'en débattre et d'agir dessus. Puisque ce sur quoi on va pas pouvoir agir individuellement, on va trouver des leviers d'action avec l'appui des autres collègues et compétences. Tout ça tourné vers comment on fait pour réussir à bien faire son travail. Et à la fin, c'est ça l'enjeu quand même. Une méthode qui contribue du coup à l'agilité de l'organisation pour mieux gérer les problèmes de production. Du coup, le cloud, il est un peu moins rempli. Ça permet d'être moins dans le flou pour chacun, de mieux partager les réalités et puis de trouver des solutions. Plus globalement, ça permet à l'organisation d'être un peu plus agile, de pouvoir s'adapter aux changements. Et puis aussi, l'OBA vient remonter des informations qui vont être autant d'indicateurs, notamment pour la direction, pour dire, oh là, attention, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut être vigilant, on a besoin de consolider nos procédures, on a peut-être besoin d'augmenter notre plan de formation, on a besoin de mieux accompagner notre encadrement. Ça, c'est un des points, notamment d'attention pour l'OBA, c'est continuer de soutenir l'appui de l'encadrement intermédiaire, continuer à donner du sens auprès des équipes, et continuer à déployer la méthode à tous les niveaux, sur tous les îlots et tous les services. Je crois que c'était des points de progrès qu'on avait identifiés. Et puis pour conclure, mais c'est la dernière, donc en résumé, une méthode qui peut contribuer, donc qui contribue à l'amélioration de la performance productive, on le voit au travers des respect des délais clients, mais même si c'était pas l'objectif premier et si le lien peut pas paraître évident, tout ce qui permet à chacun de bien faire son travail dans les meilleures conditions possibles, et puis de travailler avec d'autres pour le faire, on peut se dire que c'est facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail et facteur de santé au travail, quoi. Ça rejoint la définition de la qualité de vie au travail, qui est de la possibilité d'agir sur les conditions de réalisation de son travail, de pouvoir en débattre, et j'oublie une autre dimension, et d'agir dessus, en débattre et agir dessus. C'est des composantes de la qualité de vie au travail, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, à certaines conditions, il faut que le système fonctionne pour pouvoir faire ça. Merci. Alors, hormis que je sais toujours pas ce que ça veut dire OBEA en japonais, mais on va se garder la question pour avoir la réponse tout à l'heure. Moi non plus, parce que je suis pas un universitaire du Lean, donc. Et c'est pour ça que on lance déjà la question pour tout à l'heure, et on va